Un voyage sur autoroute n'est pas forcément linéaire d'un point A à un point B. Dans Chemin de traverse, je vous propose de vous échapper quelques heures pour partir à la découverte de maisons d'artistes ou sur les traces de grands écrivains, chanteurs ou peintres. Dans ce nouvel épisode, partons visiter la maison de George Sand à Nohant-Vic, dans l'Indre. Je ne vaux pas grand-chose, et c'est à Nohant que je vaux tout ce que je peux valoir. La description que fait George Sand de sa maison dans cette lettre, écrite en 1826, en dit long sur le rapport que la romancière entretenait avec le château de Nohant. C'est la maison de son enfance, celle qu'elle a failli perdre à l'occasion d'un mariage malheureux, celle qu'elle finira par récupérer au prix d'années de procédure, celle dans laquelle elle s'éteindra enfin le 8 juin 1876. Au début de cette histoire, il y a d'abord la rencontre de George Sand avec cette maison. Nous sommes au début des années 1800. À l'époque, la petite fille s'appelle encore Aurore Dupin. La suite, c'est Vinciane Eslinger, guide conférencière à la maison George Sand, qui nous la raconte. Bonjour Vinciane Eslinger. Bonjour. Où sommes-nous exactement? Racontez-nous l'histoire de cette maison. Alors l'histoire de cette maison, au départ c'était celle de sa grand-mère, une grand-mère du côté du papa, une branche paternelle aristocratique, et cette grand-mère donc elle avait sous l'Ancien Régime une sacrée position dans la société, sauf qu'elle vit à Paris quand la Révolution française éclate et que tout bascule pour cette femme. Elle a été assez vite menacée, on va dire par le couperet de la guillotine, elle a cherché à fuir. Et elle a trouvé à acquérir un très grand domaine foncier au cœur de la Vallée Noire, petite campagne oubliée du Bois-Chaud Sud, là, sur la commune de Nohant-Vic. Elle achète 230 hectares de terre. Et George Sand a hérité de ce patrimoine à la mort de sa grand-mère. Alors, avant la mort de sa grand-mère, il faut expliquer qu'elle est élevée ici, quasiment George Sand, jusqu'à l'âge de ses 16 ans. Pourquoi elle se retrouve élevée par sa grand-mère? Alors, elle a grandi avec sa grand-mère, oui, parce qu'elle a été placée sous la tutelle de sa grand-mère par sa maman. Parce que la maman de George Sand, contrairement au papa, avait des origines parisiennes et très très modestes socialement. Et le drame, terrible parce que c'est une mort brutale en plus, c'est la mort du père. George Sand a 4 ans, son père meurt d'une chute de cheval en 1808, il était le fils unique de cette grand-mère et la mère, démunie à bien des niveaux, a finalement laissé la petite sous l'autorité parentale, on dirait, de cette grand-mère. Et ça a été difficile pour George Sand de se faire à l'idée qu'elle allait grandir là, avec cette vieille dame. La grand-mère avait des habitudes de vie très codifiées, et George Sand, c'était une petite fille de la République. Alors il y a un peu conflit de génération, mais George Sand a toutefois énormément aimé cette grand-mère à qui elle doit son éducation, à qui elle doit une grandeur d'âme, je pense, et ce patrimoine, évidemment, qui est très conséquent à l'époque. Quel genre d'enfance elle passe ici? Une enfance partagée entre les codes, les règles, la rigueur, la rigidité et les interdits, très nombreux, émanant de la grand-mère, et puis la liberté qu'elle s'est offerte de braver tous ces interdits, justement, parce que de grandir dans cet environnement tellement isolé, tellement propice, si vous voulez, à apprécier la nature autour, ça lui permet de s'échapper. Donc c'est une enfance un peu malheureuse parce qu'elle a manqué de sa maman, elle a évidemment manqué de son papa, heureuse aussi parce que privilégiée, et une enfance marquée par l'idée de braver les codes et cette grand-mère qui n'était pas toujours très rigolote, je pense. On commence la visite, Vinciane Eslinger? D'accord. Un grand vestibule dessert l'ensemble des pièces de cette maison bourgeoise sur un étage. C'est mon jour de chance. La visite commence par une pièce interdite au public ce jour-là, le boudoir de l'écrivaine. C'est peut-être ici qu'elle a choisi son pseudonyme masculin pour pouvoir être publiée plus facilement. Ce boudoir, c'est aussi l'occasion d'aborder le mariage de la jeune Aurore Dupin, 18 ans seulement, avec le baron François-Casimir Dudevant, le 17 septembre 1822.
Elle a épousé ce monsieur, le contrat de mariage est négocié en 3 mois, ils se connaissent à peine, mais c'est normal, c'est un mariage de convenance, il n'y a rien de plus classique que ça. Et le couple s'établit chez elle. Ça, c'est déjà moins classique. Donc elle est placée sous l'autorité juridique de Monsieur Dudevant, comme toutes les épouses alors sont placées sous l'autorité juridique de leur mari. Et dans ce cadre-là, qui est défini donc par la loi, elle n'a plus de maîtrise de ses terres. Elle perd la capacité à gérer sa propriété et ses revenus. Elle doit obéissance à son mari, qui a toujours raison. Voilà, il a sur elle une autorité maritale, comme nous avons sur nos enfants mineurs une autorité parentale. Voilà, donc elle est mineure pour l'éternité. Et ça, quand on s'appelle George Sand, avec le caractère qu'elle a, on l'imagine, déjà ça coince. Oui, ça a assez vite coincé sûrement parce qu'elle s'est sentie démunie, dépouillée, rabaissée. Elle est chez elle. Elle a grandi là, elle avait appris à gérer ce domaine. Lui, il a imposé aussi assez rapidement, vraisemblablement, une autorité. Certes, la loi la lui donne, mais il n'est pas bien malin, il n'est pas bien fin. Il a manqué de psychologie, sûrement. Il a manqué d'intelligence, de tact vis-à-vis de sa jeune épouse. Et elle a mal vécu la situation. Elle dénoncera toute sa vie cette inégalité de droit que la loi offre au couple. Elle ne comprend pas. Et du coup... Elle occupait la chambre de sa grand-mère quand lui en occupait une autre contiguë. Les enfants sont nés, ils dorment avec leur maman. Maurice et Solange. Voilà, Maurice et Solange sont nés. Et dans cette chambre, finalement, il y a une espèce de promiscuité à laquelle elle tente d'échapper en s'isolant au boudoir, voyez. Et c'est là qu'elle commence à écrire. Elle a commencé à écrire là, les romans qui vont tout de suite faire d'elle une star. Et notamment Indiana, qui est le roman qui la lance. Hein, voilà, Indiana, publié en mai 1832. Elle a aucune notoriété, on la connaît pas, elle démarre et finalement l'œuvre est très bien accueillie. Voilà, ça s'est passé comme ça et c'est dans un petit bureau bricolé. Qu'on a sous les yeux. Alors c'est vraiment du bricolage parce que sa table de travail est minuscule, c'est un placard. C'est ça, à l'origine c'est un placard et puis finalement elle le détourne de sa fonction initiale. Elle a fait placer sur le devant une tablette de bois, vous voyez, c'est quand même couvert de cuir, c'est plus confortable pour écrire. Et c'est sur ce petit bureau devenu écritoire que George Sand a fait ses premières armes en littérature. Et puis c'est là qu'elle s'impose avec l'édition d'Indiana, de Valentine après aussi, qui conforte le succès de l'Étoile montante. Là. Donc on le voit, l'écriture très vite qui la sauve en quelque sorte de ce mariage malheureux. Elle veut divorcer, sauf qu'à l'époque c'est compliqué, on divorce pas, donc c'est une procédure qui démarre et qui va être très longue, c'est ça ? Alors effectivement, il n'y a pas de divorce, donc quand on est marié, c'est jusqu'à la mort, c'est jusqu'au veuvage. George Sand a demandé une procédure de séparation, ça ne veut pas dire qu'elle est divorcée. Toute sa vie, elle est mariée, elle est l'épouse de Monsieur Dudevant. Mais effectivement, puisqu'elle a gagné beaucoup d'argent à faire ce métier rapidement, parce que dès le succès d'Indiana, c'est comme si elle avait mis le doigt dans un espèce d'engrenage éditorial. Donc elle signe des contrats, elle se dépêche d'écrire les romans, et du coup très vite elle gagne beaucoup d'argent. Donc elle a compris que quoi qu'il arrivait, elle avait une autonomie financière, elle pouvait vivre sans lui, et donc elle demande en 1835 effectivement une procédure de séparation judiciaire, c'est-à-dire qu'on ne devait pas non plus séparer les couples tous les matins à l'époque de Sand, et c'est extrêmement rare qu'une femme, c'est ça qui est intéressant, s'engage dans ce genre de procédure, parce que si vous n'avez pas les moyens de vivre sans votre époux, vous ne pouvez pas vivre sans votre époux. Donc il a fait appel une première fois, ça va être replaidé à Bourges, il refait appel, et il a fallu une espèce d'entente à l'amiable pour arriver enfin à ce que leur corps et leurs biens soient séparés. Et au final, elle récupère Nohant en quelle année ? Oui, alors en 1836, au mois de juillet, et je peux vous dire que c'est un grand moment dans sa vie, elle est heureuse. Et le jour où elle revient, elle l'a écrit, c'est trop beau ce qu'elle écrit dans l'histoire de ma vie, c'est un grand moment de fierté, c'est un grand moment, il a le goût de la reconquête. Et elle est fière aussi, je crois, même si tout ça n'a pas été si simple à assumer. Et c'est un grand moment, oui. Elle a 32 ans, elle est chez elle, elle a le droit d'y vivre sans lui. Avec ses enfants. Incroyable, et elle a la charge des enfants, c'est pas rien non plus, parce qu'elle va faire le papa, la maman, tout financer. C'est des positions sociales dingues, extrêmement rares pour les femmes il y a 150 ans. Libérée
À 32 ans, George Sand règne à nouveau sur la maison de son enfance. Nohant devient son refuge, un lieu de création littéraire pour celle qui se qualifie d'ouvrière de la plume. C'est aussi un laboratoire artistique. La romancière fait construire un théâtre dans lequel elle teste les pièces qu'elle fait jouer ensuite à Paris. Ses amis s'appellent Balzac, Delacroix ou encore Flaubert. Tout ce beau monde se retrouve à Nohant pour des dîners inoubliables. Quand elle a du monde à la maison, et elle a tout le temps du monde à la maison, elle octroie aussi à chacun une liberté grande de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Et du coup, le dîner, là, pour le coup, ponctuait vraiment la journée, parce que c'est le moment où on est ensemble à table, et après on passera la soirée ensemble aussi. C'est des dîners qui commencent tôt, je crois, la cloche sonne à 17h. C'est ça, après elle sonne à 17h, vous êtes bien renseignés. Elle sonne à 17h les mois d'automne, d'hiver, et elle sonne à 18h à partir du mois de mai à peu près, en fonction de la course du soleil, de sa position dans le ciel, puisqu'on dîne en fonction de la luminosité suffisamment importante pour ne pas être obligé de recourir à la lumière artificielle quand on dîne. Là, il y a une table de dîner, la table du dîner justement devant nous qui est reconstituée. Il y a du beau monde. Alors là, on est juste derrière la maîtresse de maison, George Sand, qui trône au bout de la table. Et autour d'elle, il y a du beau monde, du très beau monde même. Racontez-nous. Oui, là, on est sur un plan de table dans la salle à manger qui met en scène, on va dire, les 10 dernières années de son existence et de sa carrière. Elle a reçu énormément de monde. Et on se doute jamais à quel point. Elle a une amitié magnifique, remarquable, et on pourrait en parler pendant des heures, avec Gustave Flaubert, qu'elle a donc reçu 2 fois à Nohant. D'une manière générale, sur chaque grand artiste, on contextualise précisément le séjour ou les séjours qu'elle a pu leur offrir. Donc Flaubert est venu 2 fois, on sait précisément quand. Sur le 2e séjour de Gustave Flaubert, en 1873, George Sand a reçu l'écrivain russe Ivan Tourguenieff. Voilà, sachant que les 2 hommes se côtoyaient indépendamment d'elle. Monsieur Tourguenieff, il est amené par Pauline Viardot, au bout de la table, là-bas. Oui, grande cantatrice, compositrice. George Sand la connaît depuis 30 ans. Donc une grande amitié à une île et 2 femmes, une longue amitié à une île et 2 femmes. Et là, dans ces années-là, avec ce plan de table-là, on lit aussi le nom de Dumas, fils, auteur dramatique. Alors, il écrit La Dame aux Camélias, on en fait bien sûr une adaptation théâtrale, et puis après, il a essentiellement écrit du théâtre. Elle avait l'âge d'être sa maman, elle a énormément aimé l'écriture de Dumas, fils, elle a beaucoup d'affection pour ce monsieur, dont elle pouvait être la mère. Et il est venu à Nohant 5 fois, si ma mémoire est bonne. Et puis on a une comédienne aussi, par exemple. Elle a beaucoup reçu de comédiens, de comédiennes. C'est ça, c'est une maison d'artistes en fait, au sens très large du terme. C'est ça, parce que c'est un milieu qu'elle a fréquenté pendant un demi-siècle pratiquement, donc c'est énorme. Hein. C'est quelqu'un qui s'est imposé pendant 50 ans, George Sand, et qui a vraiment une maîtrise de son art telle qu'elle a Paris à ses pieds. C'est impressionnant. Du coup, personne d'important n'aura pas croisé la route de Sand. Et en fonction ensuite des affinités qu'elle développe avec un tel, elle les invite à Nohant. Ils viennent ou ils ne viennent pas, mais quand même beaucoup d'entre eux sont venus. Et c'est impressionnant à constater. L'un des convives tient une place particulière dans le cœur de George Sand. Séparée légalement du baron du Devant, elle tombe sous le charme en 1838 du jeune prodige du piano dont tout le monde parle. Il s'appelle Frédéric Chopin, il est d'origine polonaise et il a 6 ans de moins qu'elle. Tout Paris est au courant, ça cancane pas mal, parce que chacun dans leur parti, c'était déjà des monstres sacrés, quoi. Donc l'union de ces 2 êtres, un peu improbable aussi, parce qu'ils étaient tellement différents, elle est fantastique. Et voilà, donc ils ont vécu 9 ans ensemble, jusqu'en 1847, et on leur connaît des habitudes de vie régulières qui sont beaucoup liées au transport des hommes, parce que entre Paris et Nohant dans ces années-là, on va compter entre 40 et 30 heures de route à peu près. Bon, du coup, quand on vient là, l'état des routes, c'est pas un détail. Il faut qu'à Paris, plus grand-chose de très important n'ait lieu. Et on vient à Nohant en étant sûr d'y rester. Donc ils arrivent fin mai, début juin.
Ils repartent fin octobre, mi-novembre, vous voyez. Et ils vont passer ici à chaque fois avec les enfants, avec les amis qui les rejoignent. Et il y a des présences magnifiques. 7 longs étés. Les étés en Berry, les hivers à Paris. Et lui compose beaucoup dans cet appartement qu'elle lui fait aménager parce qu'il a fallu donner une pièce à Chopin dans la demeure où il pouvait dormir, où il pouvait composer, où il pouvait écrire son courrier, où il pouvait se reposer. Donc elle a choisi un des plus beaux volumes qui était disponible à l'époque pour lui, à l'étage donc, avec 2 belles fenêtres au sud, 40 mètres carrés au sol. Elle a fait faire un parquet pour lui. Elle a fait installer les portes capitonnées. Qu'on voit encore. Oui, c'est un des rares vestiges qu'on ait gardé de la présence du musicien. Donc les pianos étaient montés dans l'appartement. Pleyel les lui prête. Donc depuis Paris, les pianos viennent, les pianos repartent. Et il a composé là l'essentiel d'une œuvre qui est magnifique. C'est des pages de musique qui sont sublimes, qui pour certaines vous font pleurer, et puis pour d'autres... Il est dans un état d'esprit qui est pas toujours très heureux aussi. Il y a plein de choses pour expliquer ça. Chopin, il est à Nohant, il est bien, il est très entouré, mais finalement, il est peut-être plus seul ici, avec sa solitude, avec son destin, avec ses malheurs, avec ses souffrances, qu'il ne peut l'être ailleurs. C'est compliqué. C'est pas si simple, vous voyez. Et du coup, il est à Nohant dans un état d'esprit et une disposition très particulière sur le plan des émotions qu'il peut ressentir et qu'il peut donc exprimer, en tout cas beaucoup plus aisément ici qu'à Paris, parce que Paris, c'était l'enfer, c'était un train de vie affolant. Et il oublie tout à Paris, même le pire. Alors qu'à Nohant, le pire, il l'oublie sûrement pas. Du coup, voilà, il est enclin, on va dire, émotivement, je crois, oui, à produire ici une musique qui est belle, mais qui a été, oui, évidemment, importante. Nous arrivons dans la chambre bleue. Elle offre une vue magnifique sur le jardin. Si George Sand a occupé plusieurs chambres au cours de sa vie dans cette maison, celle-ci est toute particulière. La pièce est l'occasion d'aborder l'œuvre tardive de Sand, ses romans champêtres qui sont aussi les plus connus, La Mare au diable, qu'elle écrit en 1846, ou encore La Petite Fadette, publiée 3 ans plus tard. Comme il marchait la tête basse et les yeux fichés en terre, il sentit quelqu'un qui lui tapait l'épaule. Et se retournant, il vit la petite fille de la mère Fadet, qu'on appelait dans le pays la Petite Fadette. Autant pour ce que c'était son nom de famille que pour ce qu'on voulait qu'elle fût un peu sorcière aussi. Vous savez tous que le fadet ou le farfadet, qu'en d'autres endroits on appelle aussi le follet, est un lutin fort gentil, mais un peu malicieux. On appelle aussi fades les fées auxquelles du côté de chez nous on ne croit plus guère. Mais que cela voulut dire une petite fée ou la femelle du lutin, chacun en la voyant s'imaginait voir le follet, tant elle était petite, maigre, ébouriffé et hardi. C'était un enfant très causeur et très moqueur, vif comme un papillon, curieux comme un rouge-gorge et noir comme un grelet. George Sand, extrait de La Petite Fadette.
On termine la visite, Vinciane Eslinger, et on est ici dans la chambre bleue, qui est la dernière chambre de George Sand. À la fin de sa vie, elle en a peut-être pas encore conscience de l'image qu'elle va laisser plus tard de cette femme engagée, cette figure du féminisme. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous me disiez tout à l'heure, un peu hors micro, que les images qu'on a d'elle, de cette femme en pantalon, qui fume le cigare, etc. Alors oui, c'est vrai, mais qu'on veut pas la résumer à ça non plus. Non, parce que dans les faits, elle a très 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 peu porté le pantalon. Et en fait, finalement, on en a fait une espèce d'image d'Épinal, on en a fait une réduction, on en a fait une caricature. En fait, de son vivant, elle est caricaturée en pantalon, alors qu'elle l'a peu porté, mais c'est tellement facile de caricaturer en pantalon, évidemment, ça s'est imposé. Et je peux vous assurer que 99% de son temps, elle est vêtue en femme, et c'était même une sacrée fashion victime. En revanche, femme engagée aux côtés des paysans, notamment, qu'elle va largement décrire dans les romans qui, justement, ont pour décor ce Berry. Dans ces romans-là, si vous voulez, c'est comme un prétexte, parce que d'une manière générale, elle pense que c'est par le peuple que la France arrivera à cette démocratie. Donc le peuple qu'elle oppose systématiquement à la bourgeoisie, et elle prône, évidemment, l'éducation du peuple, la grandeur d'âme du peuple, parce qu'elle les trouve toujours plus nobles. Et elle défend toujours dans ses romans dont vous parlez une sorte d'honnêteté intellectuelle, morale, du paysan et de l'ouvrier, un petit peu par extension. Et elle a prôné toute sa vie cette égalité des chances et cette égalité des droits que la Révolution française a prônée. C'est bien beau, la théorie, mais en pratique, il n'y a pas d'égalité sociale. Et son grand combat à elle, grosso modo, c'est ça, c'est l'égalité des chances. Alors, cette chambre, la chambre bleue avec la vue sur le jardin qu'elle aimait tant, c'est là qu'elle passe ses dernières heures. Oui, voilà, la chambre bleue, c'est son dernier cadre de vie parce qu'elle l'a occupé à la fin de sa vie. Le décor, les meubles, vous voyez, tout est resté en place. Donc c'est son dernier espace de vie parce qu'elle est morte alitée. Donc elle est dans cette chambre, elle est alitée plusieurs jours, très entourée, beaucoup de médecins. Et elle est morte le 8 juin 1876, oui, elle avait 72 ans. Et ses derniers mots, je crois, sont pour le jardin. Oui, alors les derniers mots rapportés par les témoins qui sont là au dernier moment concernent le jardin parce que on l'a extraite du lit à rouleau là, qui est, vous voyez, avec le ciel de lit, il faisait chaud, on est en juin, bon, et du coup on l'installe aux abords de la fenêtre sur un lit d'appoint. Et donc oui, les derniers mots, laisser verdure, sûrement en lien avec cet environnement, ce jardin, cette nature qu'elle aimait tant. On va du coup aller voir ce jardin, à quoi il ressemble. George Sand repose à l'extérieur de la maison, dans le petit cimetière familial, juste à côté du cimetière communal. Dans l'allée centrale, un sophoras centenaire fleurit en général au printemps. De l'autre côté, un tulipier de Virginie a été planté en 2004 pour célébrer le bicentenaire de la naissance de la romancière. Pour découvrir le jardin, je retrouve Caroline Boutrel, du Centre des Monuments Nationaux. Bonjour Caroline Boutrel. Bonjour. On est ici dans le jardin de George Sand, en particulier d'ailleurs dans le potager. Il est très très beau ce potager. Racontez-nous un petit peu son histoire, puis l'importance qu'il avait à l'époque de George Sand. Alors, à l'heure actuelle, il faut dire que le potager est une évocation. Il était beaucoup plus important à l'époque de George Sand, dans la mesure où il devait être nourricier pour la famille, les amis et bien sûr les domestiques de la maisonnée. Comme vous le savez, Nohant est assez reculé et on faisait ses courses sur place, en fait. On vivait un peu en autonomie, comme on dirait aujourd'hui. Tout à fait, exactement. Ce parc, il est très beau. Il se compose de deux parties distinctes. Il y a une partie qui est un peu plus aérée dans laquelle on se trouve, c'est bien ça. Puis une partie un peu boisée où on ira tout à l'heure. La partie où on se trouve, elle est conçue comment ? Alors en fait, dans l'architecture du jardin, elle est exactement la même qu'à l'époque de George Sand, avec justement ce côté ouvert où la lumière pénètre abondamment.
et un côté plus obscur, le côté parc, où c'est un endroit où l'on aime plutôt aller se réfugier, se cacher, et au regard et au bruit de la maisonnée. Vous me disiez avant qu'on démarre l'interview que il est très inspirant pour George Sand, ce jardin. Il est très présent dans son œuvre notamment, et on voit au fil des pages en fait qu'il n'a cessé de l'inspirer tout le temps en fait, tout au long de sa vie. Tout à fait. En fait, il faut savoir c'est que le jardin est indissociable de la maison. C'est vraiment, on peut dire, il l'entoure, il l'enveloppe. George Sand, à travers son œuvre, que ce soit ses correspondances, ses agendas, son autobiographie, elle parle énormément du temps passé au jardin. À l'époque, en fait, c'était un art de vivre. On le destinait à la promenade, à l'observation de la nature, à la solitude, mais aussi au vivre ensemble. C'était aussi des moments de partage. Vous me faites visiter? On va voir ce fameux parc boisé maintenant? Allons-y. Alors on a fait quelques mètres et là, dès qu'on entre dans le jardin proprement dit, on découvre la roseraie, c'est un de ces lieux de prédilection aussi. Un lieu de prédilection, mais surtout un amour pour la rose. Je vous la cite. « J'adore les roses. Ce sont des filles de Dieu et de l'homme, des beautés champêtres délicieuses dont nous avons su faire des princesses incomparables. Et, pour nous en remercier, elles sont ardentes à la floraison. » C'est magnifique. Et tout au long de ses écrits, justement, elle a des témoignages assez poignants envers la nature, comment elle perçoit la nature, les paysages, etc. C'est vraiment une passionnée. C'est une passionnée et une originale, mais ça on le sait, elle osait beaucoup de choses, elle était assez audacieuse et j'aimerais que vous me racontiez l'anecdote quand même de la serre, parce que là elle y a fait pousser de drôles de trucs quand même. Tout à fait. En fait, actuellement il ne reste plus que les fondations, mais dans le prolongement de la maison côté sud, elle avait fait installer une serre où elle faisait pousser diverses variétés. Et l'anecdote, c'est qu'en fait, une année, elle a fait pousser des ananas. Et il y en avait tellement qu'elle a envoyé son jardinier au marché de la Châtre. Et le pauvre est revenu avec tous les ananas, car les habitants, ne connaissant pas ce fruit, n'ont pas acheté tout simplement. Vous m'avez aussi montré ces deux arbres majestueux qui sont symboliquement très forts aussi dans la vie de George Sand. Exactement. Sur la terrasse, on pourrait l'appeler la terrasse d'agrément. Vous y avez accès également par la salle à manger. Et on a la vue sur deux magnifiques cèdres du Liban qui ont été plantés à la naissance des enfants de George Sand, Maurice et Solange, en 1823 et 1828. C'est sur l'évocation de ces deux arbres que s'achève ma visite au pays de George Sand à Nohant. Le domaine est géré par le Centre des Monuments Nationaux. On y accède par l'autoroute A85 ou l'A71, puis par l'autoroute A20 sortie La Châtre. Toutes les infos sont à retrouver sur maison-georges-sand.fr.